3 tonnes d'or ont silencieusement déplacé des certitudes économiques que beaucoup pensaient immuables au Sahel contemporain. Alors que les marchés internationaux anticipaient un choc brutal et rapide, les premiers chiffres disponibles ont révélé une stabilité intérieure mesurable, en net décalage avec l'alarmisme dominant et les scénarios automatisés construits à distance. Que signifie concrètement pour vous cette divergence persistante entre prévisions extérieures et réalité observée lorsque Ibrahim Traoré interroge aujourd'hui le lien entre souveraineté économique et discipline de marché? Une transition comptable apparemment technique devient ainsi le point d'entrée d'une bascule stratégique durable. La promesse de cette analyse est simple et précise. Permettre au public de comprendre comment une décision administrative, perçue comme purement technique, peut transformer la manière dont le Sahel est évalué, anticipé et jugé sur le plan économique. Le bénéfice est clair. Disposer de clés de lecture pour interpréter les écarts entre prévisions internationales et dynamiques réellement observées sur le terrain, sans dépendre exclusivement de récits extérieurs. L'enjeu, toutefois, est souvent mal formulé. Dans de nombreux discours dominants, toute intervention accrue de l'État est automatiquement associée à une rupture, à une fuite des capitaux ou à un effondrement productif. Or, l'expérience récente invite à une lecture plus nuancée, où une stabilité interne peut coexister avec une pression externe élevée. La méthode défendue par Ibrahim Traoré ne repose pas sur la confrontation, mais sur une requalification progressive des règles du jeu, fondée sur la mesure, la vérification et la cohérence des données. Comprendre cette logique permet d'éviter deux pièges symétriques: l'adhésion idéologique aveugle et le rejet réflexe. L'objectif n'est pas de trancher, mais d'analyser avec rigueur. La surprise est venue plus vite que prévu, et elle tient en un chiffre précis. En 2025, le Mali a déclaré une production de 67 tonnes d'or, un niveau supérieur aux projections qui annonçaient une contraction imminente après le durcissement administratif. Ce simple écart a suffi à fissurer le scénario dominant, fondé sur l'idée qu'un renforcement des contrôles provoquerait mécaniquement un effondrement des volumes. Pour comprendre ce décalage, il faut replacer les faits dans leur contexte. Les modèles internationaux reposaient sur une hypothèse centrale. Toute reprise en main étatique des règles comptables serait assimilée à une rupture idéologique entraînant désorganisation, retrait des partenaires et chute de la production. Or, les premières données opérationnelles ont raconté une autre histoire. Les audits engagés n'ont pas interrompu l'extraction. Ils ont surtout mis en lumière des mécanismes longtemps tolérés, comme des exemptions fiscales étendues et des sous-déclarations récurrentes. Ce basculement analytique n'est pas apparu ex nihilo. Il s'inscrit dans une séquence amorcée plus tôt au Burkina Faso, lorsque Ibrahim Traoré avait insisté sur une réforme comptable simple dans son principe: exiger que les opérateurs rendent des comptes d'abord à l'État, selon des formats définis localement. À l'époque, cette approche avait été jugée risquée, voire isolée. Pourtant, l'observation attentive des flux avait déjà montré une stabilisation progressive, ouvrant la voie à une lecture moins idéologique de la souveraineté économique. Dans le cas malien, la publication des volumes produits a agi comme un révélateur régional. Les administrations ont commencé à produire leurs propres données, réduisant leur dépendance aux rapports fournis par les compagnies étrangères. Le débat a alors changé de nature. Il ne s'agissait plus de spéculer sur des chocs hypothétiques, mais de comparer des résultats vérifiés à des hypothèses contestées. C'est cette rupture méthodologique, plus que le chiffre lui-même, qui explique pourquoi le récit dominant n'a vacillé. Pour mesurer les effets concrets de ce basculement, il faut quitter les tableaux macroéconomiques et suivre ceux qui appliquent la règle au quotidien. L'un d'eux est un inspecteur minier malien, longtemps cantonné à des contrôles formels et répétitifs. Avant le renforcement des audits, son travail se limitait à vérifier des déclarations standardisées.
rarement discuté. Avec l'arrivée d'un administrateur provisoire sur le site de Laguna, sa mission a changé de nature. Chaque ligne comptable devenait une question opérationnelle, chaque incohérence un indice à documenter. Ce changement n'a pas été brutal, il s'est installé par paliers. Les opérateurs, habitués à une surveillance distante, ont dû répondre à des demandes précises, continues et étayées. Pour l'inspecteur, la nouveauté n'était pas seulement technique, elle tenait à la reconnaissance de son rôle. Le contrôle cessait d'être symbolique pour devenir un levier réel d'ajustement, capable d'influencer les pratiques déclaratives sans interrompre les opérations. Un second récit éclaire un autre versant de la transition. Le dirigeant d'une petite entreprise locale de maintenance industrielle explique comment son activité, jusque-là marginale, a gagné en visibilité. À mesure que certains prestataires étrangers réduisaient leur présence, les opérateurs ont sollicité des acteurs nationaux pour assurer la continuité des services. Cette ouverture a créé des opportunités inédites, mais aussi de nouvelles exigences. Délais stricts, traçabilité accrue, responsabilité contractuelle renforcée. Ces trajectoires convergent vers un même constat. Les premiers effets de la méthode associée à Ibrahim Traoré ne se lisent pas dans les capitales financières, mais dans les gestes quotidiens de ceux qui font fonctionner la chaîne minière. C'est là que la souveraineté cesse d'être abstraite. La séquence s'ouvre par une phase d'activation discrète, souvent sous-estimée à l'extérieur. Au Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une réforme comptable impose progressivement une règle simple. Les opérateurs miniers doivent rendre des comptes d'abord à l'État selon des formats définis localement, avant toute validation extérieure. Présentée comme une mise à niveau méthodologique, cette décision est perçue hors de la région comme le signal d'une rupture imminente. Les projections internationales anticipent alors une désorganisation rapide des chaînes minières et un recul marqué des volumes. Vient ensuite le moment de la montée en tension. Les audits se multiplient, les clauses héritées d'anciens accords sont réexaminées et des exemptions fiscales disproportionnées apparaissent au grand jour. À ce stade, le discours dominant insiste sur le risque d'un choc. Les observateurs s'attendent à des arrêts de production, à des retards de paiement et à un retrait accéléré des partenaires étrangers. Pourtant, sur le terrain, les opérations continuent. Les sites restent actifs, les salaires sont versés et les flux logistiques s'ajustent sans effondrement visible. Le point de bascule intervient lorsque le Mali franchit un seuil décisif. La nomination d'un administrateur provisoire sur le complexe aurifère de Laguna est interprétée à l'extérieur comme un raid administratif. À l'intérieur, elle fonctionne comme une correction tardive d'un déséquilibre ancien. Les contrôles deviennent plus précis, les déclarations plus détaillées et les incohérences plus difficiles à masquer. Ce moment concentre l'attention médiatique et cristallise les craintes, mais il ne provoque pas la rupture annoncée. C'est dans cet moment culminant que le contraste devient manifeste. Alors que les discours alarmistes se multiplient, les données opérationnelles suivent une trajectoire différente. Les audits n'interrompent pas l'extraction, ils déplacent le débat vers la mesure et la vérification. Les administrations commencent à produire leurs propres chiffres d'enrôlés, réduisant leur dépendance aux rapports fournis par les compagnies étrangères. Le centre de gravité se déplace de la peur de la rupture vers l'examen des faits observables. La séquence se prolonge par une phase de résonance, plus lente mais déterminante. Chaque investigation met au jour des mécanismes structurels longtemps tolérés, sans déclencher la panique prédite. Les opérateurs s'adaptent, certains partenaires se retirent partiellement, d'autres renégocient. Les raffineries locales absorbent progressivement des fonctions logistiques délaissées et des prestataires nationaux gagnent en importance.
Ce processus n'est ni spectaculaire ni linéaire, mais cumulatif. Au terme de cette ligne d'événements, une lecture s'impose. Ce qui devait être un choc s'est transformé en ajustement méthodique. La doctrine sahélienne associée à Ibrahim Traoré n'avance pas par proclamation, mais par enchaînement d'actes mesurables. L'activation a ouvert la voie, le moment culminant a révélé les tensions et la résonance a installé une nouvelle normalité. C'est cette continuité, plus que toute rupture, qui redéfinit la trajectoire régionale. Le point de départ de l'analyse repose sur une comparaison simple mais structurante. Le niveau de référence attendu par les marchés face au écart effectivement observé sur le terrain. Avant le durcissement des audits et des contrôles administratifs, les projections internationales tablaient sur une baisse sensible de la production aurifère malienne, considérée comme une conséquence mécanique d'une intervention accrue de l'État. Or, les données collectées ont rapidement invalidé cette hypothèse, révélant une continuité opérationnelle inattendue. Un premier indicateur chiffré s'impose par sa clarté. En 2025, le Mali a déclaré une production de 67 tonnes d'or, un volume supérieur aux estimations formulées avant les interventions administratives. Ce chiffre ne signale pas une expansion spectaculaire, mais une stabilité robuste dans un contexte jugé fragile par les observateurs extérieurs. Il montre que les chaînes d'extraction et de traitement ont absorbé la pression réglementaire sans rupture majeure. Autrement dit, l'intensification des audits a coexisté avec la production, contredisant l'idée d'un lien automatique entre contrôle étatique et effondrement productif. Un second repère affine cette lecture en introduisant une perspective temporelle. Comparée à la situation observée 2 ans plus tôt, la production aurifère malienne affiche une progression d'environ 12%. Cette évolution modérée mais continue ne peut être attribuée à un choc conjoncturel isolé. Elle suggère plutôt un effet cumulatif des corrections administratives, réduction des sous-déclarations, clarification des flux et amélioration de la cohérence comptable. Le delta observé ne provient pas d'une intensification brutale de l'extraction, mais d'une mesure plus précise de la valeur réellement produite et déclarée. Un troisième indicateur, souvent absent des modèles financiers classiques, concerne l'emploi. Dans certaines zones directement liées aux activités minières, les observations locales font état d'une augmentation d'environ 15% de l'emploi minier sur la période récente. Cette donnée est significative car elle intervient à contre-courant des anticipations de ralentissement. Elle reflète un déplacement progressif des contrats vers des prestataires nationaux, appelés à remplacer partiellement des acteurs étrangers en retrait. L'emploi devient ici un indicateur indirect de résilience. Lorsque les opérations se maintiennent et se réorganisent, les besoins en main-d'œuvre suivent. Pris isolément, aucun de ces chiffres ne suffirait à invalider un récit dominant. Ensemble, ils dessinent toutefois une trajectoire cohérente. La stabilité des volumes, la progression mesurée sur 2 ans et la hausse de l'emploi convergent vers une même conclusion. Le durcissement administratif n'a pas produit l'effondrement redouté. Il a plutôt réorienté la manière dont la valeur est déclarée, contrôlée et redistribuée. Ces éléments quantitatifs obligent à revoir les cadres d'interprétation. Les modèles associant automatiquement intervention étatique et rupture des flux se heurtent à une réalité plus nuancée. Dans ce contexte, la méthode promue au Burkina Faso, sous l'influence d'Ibrahim Traoré, apparaît moins comme une exception idéologique que comme une expérimentation empirique. Les chiffres ne racontent pas une réussite simplifiée. Ils révèlent une mécanique lente, cumulative et fondée sur des deltas vérifiables, capables de redéfinir la lecture économique du Sahel. Les critiques du modèle sahélien avancent d'abord un argument économique cohérent.
Selon eux, la récupération accélérée des ressources et la multiplication des audits fragiliseraient la capacité d'investissement à moyen terme. La logique est arithmétique. Une présence réduite de capitaux étrangers limiterait l'accès aux financements lourds nécessaires aux infrastructures minières, augmentant la pression sur des administrations déjà sollicitées. Dans cette lecture, le risque n'est pas idéologique, mais structurel. Sans partenaires internationaux puissants, la soutenabilité des opérations serait menacée par un déficit de liquidité, d'expertise et de capacité de projection. Un second argument, tout aussi structuré, concerne la vulnérabilité des chaînes de production. Les détracteurs estiment que la révision des contrats et le durcissement des contrôles peuvent provoquer une désorganisation progressive. Le retrait partiel de certains opérateurs internationaux pourrait créer des goulets d'étranglement logistique, des tensions sur l'approvisionnement et des retards dans le traitement. À cela s'ajoute la crainte d'un climat d'incertitude administrative peu propice aux engagements industriels de long terme. Dans cette perspective, le danger ne viendrait pas des intentions politiques, mais des effets cumulés d'une restructuration trop dense. Ces deux critiques reposent sur des hypothèses plausibles et ne peuvent être écartées d'un revers de main. Toutefois, confrontées aux données observées, elles appellent une lecture plus nuancée. Malgré les audits renforcés et les litiges fiscaux, la production aurifère malienne est restée proche des niveaux élevés observés récemment. Les opérations ne se sont pas arrêtées, elles se sont adaptées. Les flux essentiels ont été maintenus et les fonctions logistiques ont été partiellement reprises par des acteurs locaux, limitant les ruptures redoutées. De plus, la progression mesurée de la production sur 2 ans et la hausse de l'emploi dans certaines zones minières suggèrent que la transition ne s'est pas traduite par une contraction brutale. Les chaînes n'ont pas disparu, elles se sont reconfigurées. Cela ne signifie pas que les risques sont inexistants, mais qu'ils ne se sont pas matérialisés, selon les scénarios les plus pessimistes. Le débat gagne ainsi en précision. Les arguments adverses conservent leur validité théorique, mais les faits indiquent une dynamique hybride. La région n'a pas rompu avec le marché mondial. Elle en redéfinit les modalités par la mesure et la vérification plutôt que par la rupture. Cette phrase marque le point médian du raisonnement. Jusqu'ici, le débat opposait des anticipations alarmistes à des constats empiriques. À ce stade, un déplacement plus profond apparaît. La transformation en cours n'est pas seulement économique, elle est méthodologique. Ce qui change réellement, ce n'est ni le volume extrait ni la présence des acteurs, mais la manière dont la valeur est mesurée, validée et reconnue comme légitime par ceux qui produisent les chiffres. Le révélateur a été la réaction du système face à la contrainte. Lorsque les audits se sont intensifiés, rien ne s'est figé. Les administrations ont appris à produire leurs propres données, les opérateurs à documenter davantage leurs pratiques et les marchés à composer avec des chiffres qu'ils ne contrôlaient plus directement. Cette capacité d'absorption montre que la doctrine sahélienne ne relève pas d'une posture défensive, mais d'un protocole opérationnel. C'est ici que l'influence d'Ibrahim Traoré prend une dimension plus large. L'approche initiée au Burkina Faso n'imposait pas une rupture frontale avec les règles existantes. Elle modifiait l'ordre des priorités. D'abord mesurer, ensuite négocier. D'abord vérifier, ensuite interpréter. Ce renversement discret a déplacé les rapports de force sans déclencher de choc visible. À mi-parcours, le constat devient clair. La bascule ne réside ni dans une nationalisation spectaculaire, ni dans un retrait brutal des partenaires extérieurs. Elle se situe dans la normalisation d'un principe simple. Celui qui mesure détient un pouvoir réel. Appliquée méthodiquement, cette règle redéfinit la trajectoire sans bruit. Les effets les plus visibles de cette transition apparaissent lorsqu'on observe ses conséquences concrètes pour différents groupes d'acteurs.
Pour les administrations nationales, le premier changement tient à la reprise de contrôle sur l'information économique. Les audits ont révélé des sous-déclarations régulières et des clauses d'exemption héritées d'accords anciens. Chaque correction intégrée dans les bilans a renforcé la capacité de l'État à produire ses propres données plutôt que de dépendre de rapports fournis par les opérateurs. Cette autonomie informationnelle modifie la posture institutionnelle. L'administration cesse d'être un arbitre distant pour devenir un acteur économique doté d'outils mesurables, une logique déjà expérimentée au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Pour les entreprises, les conséquences sont plus contrastées. Les grands opérateurs internationaux ont dû s'adapter à des exigences documentaires accrues, parfois perçues comme contraignantes. Certains ont réduit leur exposition, d'autres ont renégocié leurs conditions. En parallèle, cette recomposition a ouvert des espaces à des acteurs locaux. Des sociétés nationales de transport, de maintenance et de services techniques ont vu leur rôle s'élargir. Cette évolution ne s'est pas traduite par une expansion désordonnée, mais par une montée en discipline, délais plus stricts, traçabilité renforcée, responsabilité contractuelle accrue. Du point de vue des ménages vivant à proximité des sites miniers, l'impact s'est manifesté de manière plus immédiate. Contrairement aux craintes initiales, les opérations se sont maintenues et les revenus liés aux activités périphériques n'ont pas chuté. Dans certaines zones, la continuité des salaires et la hausse mesurée de l'emploi ont réduit l'incertitude quotidienne. Cette stabilité relative a nourri l'idée que le contrôle accru pouvait coexister avec une sécurité économique minimale, renforçant la crédibilité des réformes dans l'opinion locale. À l'échelle régionale, enfin, les effets ont pris la forme d'un alignement progressif des pratiques. Le Niger, observant les résultats maliens, a engagé des révisions contractuelles et exigé une transparence accrue sur les volumes exportés. L'Alliance des États du Sahel, initialement conçue comme un cadre sécuritaire, commence à fonctionner comme un espace de coordination économique. Cette convergence n'efface pas les tensions, mais elle crée une cohérence méthodologique nouvelle où les décisions prises dans une capitale renforcent la position des autres. Ces quatre niveaux de conséquences dessinent une même logique. La transition sahélienne n'a pas produit de rupture brutale, mais une série d'ajustements concrets perceptibles par des acteurs différents. C'est dans cette accumulation d'effets pratiques et non dans les discours que la méthode associée à Ibrahim Traoré prend toute sa portée. Le premier scénario, dit de base, repose sur la continuité méthodique observée jusqu'ici. Les États sahéliens poursuivent les audits et les révisions contractuelles sans accélération brutale. Les procédures se stabilisent, les opérateurs intègrent progressivement les exigences documentaires et les flux d'extraction demeurent relativement constants. Les administrations consolident leurs capacités internes, tout en maintenant des canaux de négociation ouverts avec les partenaires extérieurs. Dans cette trajectoire, la souveraineté comptable devient une routine opérationnelle. Elle n'envoie plus de signaux politiques forts, mais elle réduit l'incertitude par la régularité et la prévisibilité des règles. Si cette discipline institutionnelle est maintenue, l'équilibre actuel peut se prolonger sans choc majeur. Un scénario plus optimiste suppose une synchronisation accrue à l'échelle régionale. Les expériences menées au Mali, au Burkina Faso et au Niger convergent vers des standards communs. Les formats d'audit s'harmonisent, certaines données critiques sont partagées et des équipes techniques coopèrent davantage. L'Alliance des États du Sahel se transforme alors en cadre économique lisible, capable de donner de la cohérence aux règles appliquées. Cette clarté méthodologique attire des partenaires prêts à opérer selon ces normes plutôt qu'à les contourner. L'enjeu n'est pas un afflux massif de capitaux, mais une amélioration de la qualité des engagements. En renforçant la prévisibilité, la région consolide sa position dans les négociations, prolongeant
une logique déjà associée aux orientations impulsées par Ibrahim Traoré. Un troisième scénario, plus tendu, ne peut de toutefois être exclu. Il repose sur une résistance accrue des acteurs extérieurs, inquiets de la perte de contrôle informationnel. Des pressions diplomatiques, des tentatives de renégociation défavorables ou des signaux de désengagement partiel pourraient apparaître. Dans cette configuration, les administrations devraient gérer une double charge: maintenir la réforme tout en absorbant les tensions externes. Le risque principal ne serait pas un effondrement immédiat, mais un ralentissement lié à la dispersion des énergies institutionnelles. Ces scénarios ne sont pas des prédictions. Ils constituent des cadres de lecture conditionnels. Si la cohérence interne est préservée, alors la marge d'adaptation reste élevée. Si elle se fragmente, alors la dynamique pourrait s'essouffler. Mesurer avant d'agir demeure la variable décisive. À ce stade, la transformation analysée cesse d'être abstraite et commence à résonner différemment selon les publics. Pour une partie des citoyens, l'effet le plus immédiat n'est ni strictement financier ni institutionnel, mais psychologique. Pendant longtemps, la valeur produite localement semblait décidée ailleurs, validée par des rapports et des chiffres venus de l'extérieur. Voir des audits nationaux remplacer ces références importées modifie la perception du pouvoir économique. La souveraineté devient observable, presque tangible, dans des procédures autrefois invisibles. Chez les jeunes actifs, cette évolution prend une dimension plus concrète. L'extension des équipes d'audit, la montée en importance des certifications et l'ouverture de formations spécialisées créent de nouvelles trajectoires professionnelles. Le secteur minier, longtemps perçu comme fermé et dépendant d'expertises étrangères, commence à apparaître comme un espace où les compétences locales peuvent être reconnues. Cette perspective n'alimente pas une euphorie, mais un réalisme prudent. Il existe désormais des parcours possibles sans rupture avec le territoire. Pour les entreprises locales, la transition s'apparente à un apprentissage accéléré. L'accès à de nouveaux contrats s'accompagne d'exigences plus strictes en matière de qualité, de délai et de traçabilité. Certaines structures peinent à s'adapter, d'autres y trouvent une légitimation institutionnelle inédite. Être intégré dans la chaîne officielle de production confère une visibilité et une crédibilité durable au prix d'une discipline renforcée. Enfin, pour les diasporas, le regard évolue plus lentement. Là où dominait la résignation, apparaît une curiosité attentive. Les décisions deviennent lisibles, les chiffres discutables, les trajectoires comparables. La confiance ne s'impose pas, elle se construit par accumulation de preuves. C'est cette lisibilité progressive qui relie les réformes méthodologiques à l'expérience quotidienne. La première étape consiste à consolider durablement les capacités internes de contrôle. Les audits doivent s'appuyer sur des registres modernisés, des formats de déclaration standardisés et des outils capables de vérifier les volumes de manière régulière. L'objectif est mesurable: réduire, cycle après cycle, l'écart entre les chiffres déclarés par les opérateurs et ceux établis par l'administration. Le critère d'évaluation est simple et observable: la diminution progressive des anomalies comptables. Cette logique prolonge l'approche déjà expérimentée au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, où la maîtrise des données a été posée comme condition préalable à toute négociation. La deuxième étape concerne la montée en compétence des équipes. Aucun contrôle renforcé ne peut être soutenable sans personnel qualifié. Il s'agit de renforcer les filières techniques, universitaires et professionnelles liées à l'audit, à la certification et à l'analyse des flux miniers. L'indicateur clé n'est pas idéologique, mais fonctionnel: la part des inspections menées sans assistance extérieure. Plus cette proportion augmente, plus la souveraineté comptable gagne en profondeur et en crédibilité. La troisième étape repose sur la synchronisation régionale.
Pour éviter une juxtaposition d'initiatives isolées, les États doivent aligner leur méthodologie, harmoniser les formats d'audit, partager certaines données critiques et constituer des équipes conjointes permet de réduire les divergences et d'accroître la prévisibilité des flux. La cohérence devient alors un multiplicateur de force. Enfin, la dernière étape implique la publication et la transparence. Rendre publics les résultats d'audit, les évolutions réglementaires et les renégociations contractuelles consolident la confiance interne et limitent l'arbitraire. L'indicateur décisif est la régularité et la complétude de ces publications, condition pour transformer une doctrine en système vérifiable, compréhensible et discutable. Lorsque l'on revient à la scène initiale, celle d'un inspecteur penché sur un registre devenu soudain décisif, le sens du basculement apparaît avec plus de netteté. Ce geste discret, longtemps relégué à l'arrière-plan des grandes décisions politiques, s'est transformé en point d'ancrage d'une mutation plus vaste. Chaque ligne vérifiée, chaque incohérence corrigée a contribué à déplacer un équilibre que beaucoup pensaient figé. La transformation ne s'est pas imposée par des annonces spectaculaires, mais par une pratique répétée, patiente et cumulative. Dans cette trajectoire, le rôle d'Ibrahim Traoré ne se lit pas comme celui d'un symbole héroïque, mais comme un repère méthodologique. En plaçant la comptabilité et la mesure au cœur de l'action publique, il a rappelé que la souveraineté ne commence ni par la confrontation ni par la proclamation. Elle débute par la capacité à savoir ce qui est réellement produit, déclaré et partagé. Cette intuition, d'abord testée à Ouagadougou puis observée à Bamako et au-delà, a offert à la région un langage commun fondé sur les faits plutôt que sur les anticipations. Le motif revient alors presque intact, un bureau, des registres, une vérification minutieuse. Ce qui semblait anodin devient signifiant. La doctrine sahélienne ne s'est pas imposée par rupture, mais par précision. La souveraineté commence par la mesure. Au terme de ce parcours, une ligne de partage devient visible, mais elle ne sépare ni camp politique ni positions idéologiques figées. Elle distingue plutôt deux manières d'observer le changement. D'un côté, une lecture fondée sur les anticipations, les modèles importés et les réactions réflexes. De l'autre, une approche attentive aux pratiques, aux chiffres produits localement et aux ajustements progressifs qui s'accumulent dans le temps. La trajectoire sahélienne invite à interroger ces deux grilles sans les opposer mécaniquement. Cette réflexion ne demande pas une adhésion, mais une vigilance analytique. Examiner les audits, comparer les données, suivre les effets concrets sur les administrations, les entreprises et les ménages permet de dépasser les récits simplifiés. La souveraineté, telle qu'elle se dessine ici, n'est ni un slogan, ni une promesse abstraite. Elle devient un processus observable, discutable et perfectible, soumis à la critique autant qu'à l'épreuve des faits, dans un cadre où la méthode compte autant que l'intention. Le rôle du public est alors central. Poser des questions, confronter les chiffres, identifier les limites du modèle contribue à en tester la solidité. Face à une souveraineté qui se construit par la mesure plutôt que par le discours, quelle grille de lecture choisissez-vous d'adopter pour comprendre ce qui est en train de se jouer?